Mesdames, Messieurs, bonsoir. Inondations, sécheresse, insectes ravageurs, maladies des plantes. En ces temps de changement climatique, les agriculteurs maliens font face à des menaces sans cesse croissantes. Question, et si une assurance agricole devenait leur allié, protéger les efforts des paysans, sécuriser leurs investissements et renforcer leur résilience? C'est l'objectif de l'initiative Assurance agricole qui vient d'être lancée au Mali à travers un projet pilote pour la campagne agricole qui vient de s'achever. Plus de 14 000 producteurs des régions de Caille, Koulikoro, Ségou et Sikasso ont bénéficié d'une couverture à 100%. Les producteurs en question viennent de recevoir leur chèque d'indemnisation montant total près de 100 millions de francs CFA. Pierre Sagara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional pour l'Afrique francophone de Poula Advisor, à l'origine de ce projet pilote. Donc, Poula Advisor, c'est une entreprise innovante dans l'assurance agricole et les technologies. Son objectif, aider les petits exploitants à gérer les risques et à s'adapter aux défis climatiques. Bienvenue donc sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, on va parler du concept, assurance agricole, nous avons dit, mais est-ce que c'est un concept qui est nouveau? Alors, disons que l'assurance agricole, de manière générale, n'est pas un concept nouveau. Il a été déployé, en tout cas en Afrique subsaharienne, depuis quelques années, un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et ce qui semble être relativement nouveau, c'est l'évolution dans l'offre d'assurance agricole qui est proposée par les spécialistes. Puisque au départ, je pense, l'assurance agricole qui avait été proposée, soit était à indice pluviométrique ou c'est des assurances agricoles de souveraineté. Alors aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il y a une grande évolution qui a été apportée pour permettre que ces produits soient de plus en plus adaptés aux besoins des producteurs et également que ces produits couvrent efficacement les différents risques climatiques auxquels le secteur agricole est confronté. Alors, comment est-ce que ce secteur se porte à travers le monde? Est-ce que c'est un secteur auquel les agriculteurs, en tout cas à travers le monde, ont beaucoup recours? Alors, il faut dire que de manière globale, l'assurance agricole a une pénétration très timide. Et quand on prend seulement le cas même de l'Afrique francophone, nous sommes à moins de 3% de pénétration de l'assurance agricole dans les pratiques de sécurisation, notamment de l'agriculture. Et donc, tout cela donne lieu à une observation, c'est qu'il y a une urgence d'agir, puisqu'il faut effectivement que cette assurance agricole, comme moyen de protection des producteurs agricoles, mais aussi outil de développement agricole, soit réellement adoptée et mise en place dans les différents gouvernements. Lorsque surtout, les différents États, je veux dire, lorsque surtout vous regardez, nos pays sont essentiellement agricoles. Le Mali, pratiquement, est un pays à 80% agricole. Notre produit intérieur brut est composé d'un peu plus de 36% du secteur agricole. Donc, il y a urgence, puisque quelque part, les secteurs qui portent notre économie nécessitent quand même une protection plus accrue. Les compagnies d'assurance sont là pour soutenir l'économie, pour permettre aux opérateurs économiques de gérer leurs risques. Mais les premiers opérateurs économiques, par exemple du Mali, c'est qui? C'est d'abord les producteurs agricoles. C'est eux, effectivement, qui mettent les produits sur le marché. C'est eux qui nourrissent, effectivement, la nation. Et donc, la première préoccupation pour nous serait comment les protéger, comment les permettre d'accroître leur résilience et surtout leur productivité vis-à-vis des effets aujourd'hui du changement Mais c'est un climatique. pari un peu fou de vouloir assurer des gens contre les changements climatiques aujourd'hui, non? Alors, ce que nous disons, c'est comment on peut mettre en place des instruments, des outils pour amoindrir l'impact des changements climatiques sur la vie des producteurs agricoles et sur aussi la vie de l'économie de manière générale. Effectivement, nous n'avons pas de solution pour arrêter les changements climatiques ou pour empêcher qu'il y ait des sécheresses ou des inondations. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est de sécuriser et de protéger ces investissements. J'aime dire parfois, lorsque vous vous trouvez par exemple dans un endroit désertique où il y a très peu de circulation des véhicules, qu'est-ce que vous faites? Même si vous voulez traverser la route, vous prenez le soin de regarder à gauche et à droite, même si c'est une fois par an qu'un véhicule passe. Parce que les risques demeurent. Il y a une probabilité que, en ne regardant pas la route, qu'on soit heurté par quelque chose. Et c'est cela, en fait. L'assurance agricole aujourd'hui n'est pas la solution miracle au changement climatique. Mais ce que nous disons, c'est qu'elle peut aider à amoindrir
l'impact de ce changement climatique sur les producteurs. Protéger, sécuriser leurs investissements afin que, même si ces événements se produisent, ils puissent avoir un filet de sécurité qui leur permette de renaître, de se relever et de réinvestir. Alors pour l'Advisors qui en fait à peu près un cheval de bataille, expliquez-nous concrètement dans quoi est-ce que vous investissez vous? Alors, nous, pour l'Advisors, l'idée est partie d'un Kenyan qui également accompagnait son père au champ, un maïsculteur, et qui arrivait en ville à étudier les assurances. Et ce qui s'est passé, c'est que il a commencé à travailler dans la compagnie d'assurance, alors la plus grande en Afrique subsaharienne, et il a regardé dans le portefeuille de toute cette grande compagnie, il y avait 0,3% du secteur agricole, en toute contradiction avec un secteur qui porte le PIB du pays à 30-36%. Il s'est dit, mais il y a un paradoxe. Alors, quelle solution mettre en place pour protéger les agriculteurs du pays, à l'instar de son père qui était également aussi maïsculteur. Et donc l'idée a germé à ce stade-là de lancer effectivement une structure. Ce qui a renforcé la naissance effectivement de Poula, c'est que celle aujourd'hui qui est son associé a travaillé au Rwanda comme conseiller technique du ministre de l'Agriculture de l'époque. Et le ministre avait signé des conventions avec des pays comme la Russie pour amener à suffisance les intrants agricoles, les semences, les intrants entre autres. Et à la faveur d'un atelier qu'il a organisé pour présenter l'investissement du gouvernement, il y a quelqu'un qui a dit, monsieur le ministre, c'est bien les intrants que vous avez amenés, c'est bien les outils que vous avez amenés, mais qu'est-ce qu'on fait s'il ne pleut pas? On fait quoi? Et le ministre tout de suite dit, nous allons prier Dieu pour qu'il pleuve. Mais de retour dans la voiture, elle se tourne vers celle qui est actuellement ma collègue et aussi cofondatrice de Poula pour lui dire, trouve-moi une assurance agricole. Ce que ce producteur agricole a dit est effectivement vrai. Et donc c'est de là que Poula signifie la pluie. Puisque vous voyez un peu l'histoire que je viens de raconter, la pluie est le cœur de toute activité agricole, peut-être même de toute activité économique dans un pays à vocation agro-pastorale. Et donc, nous avons, à partir de cet instant, lancé les tout premiers pilotes en Afrique subsaharienne pour tester comment les produits d'assurance agricole vont réagir au contexte africain. Les tout premiers produits qui ont été déployés, c'était tout d'abord l'assurance indicielle pluviométrique, ou appelée aussi climatique. Et la particularité de ce produit, c'est qu'on essaye, grâce aux satellites ou aux pluviomètres qui sont installés, mesurer la satisfaction du besoin en eau des plantes. Donc il s'agit de voir est-ce qu'il y a un déficit pluviométrique ou il y a un excès de pluie. Alors très vite, ce produit a montré ses limites puisque derrière, parfois, il y a ce qu'on appelle les risques de base. Vous pourriez constater des poches de sécheresse qui ne sont pas détectées par les satellites ou les bornes météo. Vous pourriez effectivement avoir des zones parfois en altitude qui ne retiennent pas du tout l'eau. Et donc, vous voyez, la plante est quelque chose d'extrêmement complexe pour que vous l'expliquiez que sur le paramètre pluviométrique. Et c'est de là que Paul a dit, OK, nous allons innover. Nous allons apporter des solutions qui fonctionnent le mieux au monde. Et nous avons pris les cas de l'Inde où l'assurance indicielle de rendement par zone, qui est une assurance typiquement de garantie du revenu ou de rendement et qui permet à ce que l'ensemble de ces risques soient couverts dans un seul produit. Non plus la sécheresse seulement, ou l'inondation, ou déficit de pluie, mais la sécheresse, les inondations, les pluies excessives, les tempêtes de vent, les insectes, les ravageurs, les maladies phytosanitaires, la grêle, le gel, ainsi de suite. Bref, tout risque systémique qui affecte le rendement du producteur. Donc c'est un produit qui est complet et surtout un produit qui est efficace, qui regroupe tous les besoins des producteurs. Alors aujourd'hui, vous proposez beaucoup de services d'assurance dans plusieurs pays, c'est ça? Nous sommes partis, disons, de Kenya, il y a 10 ans seulement, donc 2015, et grâce à ce produit innovant qui a tout de suite concentré l'attention et l'intérêt du monde agricole, nous avons réussi à nous développer très rapidement. C'est-à-dire, du Kenya, nous sommes allés en Afrique de l'Est, ensuite en Afrique francophone, de l'Ouest, et ensuite en Asie. Donc, nous avons commencé des opérations en Asie, et nous avons commencé une expansion en Amérique latine, le Brésil, le Mexique, et ainsi de suite. Et donc, puisque ça marche,
puisque le produit a convaincu le monde agricole, donc très vite, nous avons eu des gouvernements qui nous ont fait confiance, nous avons eu des partenaires au développement qui accompagnent les producteurs dans cette ère de changement climatique, qui aussi accompagnent cette initiative. Et donc aujourd'hui, sur ces 22 pays d'opération, nous sommes à un peu plus de 21 millions d'agriculteurs qui ont déjà bénéficié des services de protection de Pula et surtout mobiliser et protéger un investissement agricole de plus de 1500 milliards de francs CFA. Comme je vous ai dit, c'est toujours une question de protéger l'investissement que le producteur fait dans son champ, l'investissement que le gouvernement fait dans le secteur agricole et de tout autre partenaire, et que cet investissement ne soit pas gaspillé au fait du changement climatique. Alors, on va en reparler, mais dites-nous déjà, comment est-ce que vous avez été amené à vous intéresser au Mali? Alors, d'abord, nous avons commencé nos opérations en Afrique de l'Est, mais très vite, l'Afrique de l'Ouest anglophone s'est intéressée à nous. Et c'était d'abord le cas du Nigeria, où le gouvernement de la Fédération du Nigeria a sollicité notamment les services de Pula à travers la Banque centrale du Nigeria. Et ils ont souhaité que tout investissement agricole, tout crédit agricole qui est mobilisé au profit des riziculteurs ou des cotonculteurs soit assorti d'une assurance agricole pour protéger l'investissement des producteurs, mais aussi de tous les investisseurs qui interviennent dans le secteur agricole. Donc du Nigeria, nous sommes venus au Ghana et de fil en aiguille, nous sommes arrivés en Afrique de l'Ouest francophone. Et donc, c'est à la faveur d'un partenaire qui opère au Mali et qui a eu écho des activités notamment de Pula, qui a fait appel à Pula pour dire, bon, moi j'interviens au Mali à travers des dizaines et des dizaines de coopératives et nous avons besoin de vos solutions. Et c'est comme ça que Pula est entré au Mali. Et tout de suite, nous nous sommes rendus compte que le Mali a un potentiel agricole énorme. Alors, il faut trouver un moyen de s'établir et de proposer justement nos services au gouvernement, mais aussi à l'ensemble du monde agricole. C'est comme ça qu'on s'est établi. Et aussi, Dieu faisant bien les choses, je suis aujourd'hui le directeur régional pour l'Afrique francophone. Je suis basé à Bamako. Mais cela dénote de l'importance et de la place aussi stratégique que représente le Mali pour nous, pour aller à l'assaut de certains pays de la sous-région. J'imagine, Monsieur Sagara, qu'en tant que Malien, vous y avez vu des opportunités pour votre pays. L'histoire que j'ai racontée à Pula lorsque j'étais en discussion avec eux, c'était d'abord que personnellement, je suis issu du monde rural, du monde paysan. Et je suis né dans un petit village, dans le cercle de Koro, appelé Géourou. Et j'y ai grandi, j'ai fait mes 20 premières années là-bas, en train d'accompagner mon frère, mon père au champ, cultiver. Et j'ai expérimenté là, sur place, c'est que j'avais pas compris comme changement climatique avant, mais les risques et les caprices du climat. Nous avons eu une année où la sécheresse avait réellement frappé notre zone et les producteurs agricoles ne savaient plus où mettre la tête. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'accompagner des agents du commissariat à la sécurité alimentaire après le passage dévastateur de cette sécheresse qui étaient venus enquêter sur l'urgence humanitaire qu'il y avait dans notre zone. Et en tant que jeune élève, j'ai accompagné ces agents dans la traduction. Et il y a un père de famille qui explique à l'agent du CSA que cela fait 17 jours en moyenne sur 30 qu'il ne mange pas. Parce qu'il n'y a pas assez de ressources et il faut qu'il laisse la priorité à sa femme et à ses enfants. Et donc, vous savez, ça fait froid au dos. Mais cette parole qu'il a prononcée n'était pas du tout isolée dans les visites que nous avons eues à mener auprès des familles qui ont été sinistrées. Pratiquement, c'était le cas de ma propre famille, mais de toutes celles qui étaient dans cette zone. Et nous avons réellement souffert de cette sécheresse. La deuxième expérience que j'ai vécue, c'est lorsque plus tard, je suis allé à l'étranger pour faire mes études. Et j'ai été appelé par mon père qui me disait que, bon, voilà, il y a ton oncle qui avait contracté un prêt auprès d'une coopérative, d'une institution financière. Et malheureusement, nous avons été attaqués par des criquets qui ont tout ravagé et il n'est pas en mesure de rembourser son crédit. Et ce qui se passe, c'est que
ils ont menacé de ramasser en contrepartie la charrette qu'il avait, les bœufs qu'il avait, les ânes qu'il avait, bref, tout ce qu'il avait. Et un père de famille avec une femme et 5 enfants dans un village à qui on retire tout ce qu'il avait, toute sa raison de vivre, c'est comme perdre totalement toute sa dignité. J'ai été appelé pour pouvoir intervenir, mais j'ai dit à mon père, je suis un étudiant, comment je fais pour rembourser le crédit de mon oncle? Et finalement, il a complètement disparu des radars puisqu'il ne pouvait pas supporter de vivre avec cette honte dans la société. Tous ces épisodes-là mis ensemble m'ont amené à me dire que, ayant étudié les assurances, moi je suis actuaire et ingénieur financier de formation, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, celle d'où je viens, où j'ai été témoin personnellement des désastres que la communauté et mes propres parents ont vécu. Vous savez, j'aime le dire, un village est à un seul désastre, une seule calamité, d'une pauvreté extrême, d'une précarité extrême. Il suffit d'un seul choc climatique pour que tout le village prive de toutes ressources. Même le boutiquier qui est là, qui vend, ne reçoit plus de clients, puisque personne n'est là pour acheter. Juste ceux qui ont quelques enfants en aventure peuvent leur envoyer quelque chose pour les soutenir. Et donc l'assurance agricole, pour moi, au-delà même de l'aspect économique, est d'abord une question sociale qui me préoccupe beaucoup. Et ce travail que je fais aujourd'hui au Mali et aussi à travers l'Afrique est extrêmement gratifiant. Parce que lorsque vous donnez juste, ne serait-ce qu'un petit soutien financier à un producteur qui vient de vivre une calamité, alors sa satisfaction, rien que cela est une récompense pour Alors, dans un pays où on ne connaît pratiquement pas l'assurance agricole, comment est-ce que vous mettez en route ce projet pilote? Alors, bien sûr, ce que nous faisons, c'est de parler à plusieurs acteurs. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on met en route juste d'un claquement de doigts. Il faut créer un écosystème. Il faut parler à l'ensemble des acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans les chaînes de valeur agricole. Nous, à Poula, nous nous sommes dit, pour que cette assurance agricole puisse marcher, puisse pénétrer l'habitude de nos pays, comme outil de sécurisation et de pérennisation de nos investissements, il faut parler d'abord aux acteurs qui financent le secteur agricole. Parce que les risques agricoles qui interviennent, bien entendu, compromettent les capacités des producteurs à se relever. Mais aussi et avant tout, ceux qui investissent dans ce secteur agricole. Et vous savez, dans un pays agricole, l'État est avant tout le tout premier investisseur. C'est ce qui nous amène effectivement à parler d'abord au gouvernement. Nous avons commencé en tant que Poula avec nos partenaires assureurs, AFG Assurance notamment, à parler avec le ministère de l'Agriculture depuis 2022. Ensuite, le ministère des Finances, ensuite le commissaire à la sécurité alimentaire, ensuite l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Bref, nous avons rencontré pratiquement tous les acteurs qui interviennent et qui peuvent porter une décision au plus haut niveau. Et nous avons été reçus favorablement, puisque les questions du changement climatique sont maintenant devenues très évidentes. On n'a plus besoin de démontrer à quelqu'un l'impact que peut avoir une inondation dans la vie d'un producteur, ou même de l'économie locale et de manière générale l'économie nationale. Et donc, nous avons eu un écho favorable au ministère de l'Agriculture, au ministère des Finances, et surtout au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire que j'ai cité tantôt, puisqu'ils sont en première ligne de cette lutte contre la faim, contre la précarité. Ils interviennent effectivement pour les questions d'urgence. Et donc, c'est là où, en mettant ensemble des acteurs, nous avons réussi à concevoir une initiative pilote. Et la grosse question, comment le financer? Qui va payer? Parce qu'il est évident que s'il faut, dans un premier temps, aller demander à des producteurs qui ont peut-être été abusés par le système assurantiel dans le passé, via les différentes initiatives qui sont passées, leur demander de cotiser ou de payer, c'est quand même quelque chose pour un début extrêmement compliqué. Il faut d'abord travailler à créer un environnement de confiance avec les producteurs, qu'ils sachent effectivement que l'assurance agricole est efficace pour pouvoir les soutenir et les aider. Et donc c'est comme ça que nous avons pu mobiliser notamment Agra qui est au Mali depuis 2006 et qui a décidé d'accompagner cette initiative pour montrer en fait que l'assurance agricole peut effectivement faire partie des politiques nationales de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, vous avez concrètement protégé qui, contre quoi, avec quels résultats? Alors, aujourd'hui, des discussions que nous avons eues avec les différents ministres, les pilotes pouvaient se faire sur le coton,
en tant que filière industrielle, stratégique aussi pour le Mali, le riz et le maïs en tant que filière vivrière. Et donc, nous avons travaillé avec des structures comme l'Office du Moyen-Bani, comme la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, et aussi dans le dispositif opérationnel, la CMDT, mais également le concours des institutions, notamment de microfinance, pour protéger une chose. Dans un premier temps, ce pilote a concerné la protection de la valeur en intrant de leur investissement. Nous avons fait un calcul simple. Pour un producteur de riz, qu'est-ce qu'il investit à l'hectare pour les intrants? Les semences, les herbicides, les engrais, ainsi de suite. Et cette valeur qu'il investit est protégée contre les différents risques que j'ai cités tout à l'heure, tout risque systémique qui affecte le rendement. Il est clair, et je l'ai dit, le rendement est l'indicateur ou l'indice le plus évocateur de tous les risques climatiques que peuvent vivre les exploitations agricoles. Et donc, nous les avons protégés contre tous ces risques. Donc, vous avez vu cette année avec les inondations qui sont arrivées. Et comme résultat, ce qui s'est passé, c'est que nous avons mobilisé des équipes pour aller sur le terrain avec les agents de l'OMB et d'autres agents que nous avons mobilisés à aller sur le terrain avec les producteurs agricoles qu'ils mesurent les rendements. Puisque, effectivement, on a dit qu'on les protégeait contre les risques climatiques en sécurisant un rendement minimum. Donc, le rendement des références qui est fixé au niveau du riz, par exemple 2,5 tonnes à l'hectare, 2,8 tonnes à l'hectare, dépendamment des zones agroécologiques. Ensuite, nous avons travaillé avec la CMDT et la Confédération pour fixer des niveaux de rendement sur le coton et aussi également sur le maïs. Et donc, vers la fin de la campagne agricole, nous sommes partis et nous avons appelé les producteurs, nous avons amené nos agents pour aller sur le terrain, poser les carrés de rendement, récolter, peser, et le rendement qui est obtenu après la mesure de plusieurs exploitations agricoles, nous avons déterminé le rendement réel de la campagne 2024. Et ce rendement réel, il est comparé au rendement historique, donc de référence qui a été fixé dès le début, avant même le démarrage de la campagne. Et donc, il s'est trouvé que sur, par exemple, le riz, il y a eu énormément de baisse de rendement, ce qui a effectivement occasionné à ce qu'il y ait aujourd'hui un chèque d'à peu près 100 millions de francs CFA à la faveur d'un peu plus de 7400 producteurs agricoles qui a été remis à l'Office du Moyen-Bani, mais également au MEREF SFD, le mécanisme de refinancement. Mais ça représente quoi un peu ce montant? Ça représente quoi? Les pertes qu'ils ont subies? Exactement. Sur le pilote, vous savez, on n'a pas pu faire un pilote sur un grand nombre. On l'aurait effectivement souhaité. On aurait voulu protéger aussi des montants, des investissements consentis par les producteurs et leurs partenaires beaucoup plus élevés. Mais au regard de la faible disponibilité des ressources en termes de subvention des primes, nous avons couvert un tout petit nombre de producteurs agricoles. Et donc, les 100 millions qui sont versés sont une compensation financière qui leur sont versés au regard des dommages qu'ils ont effectivement connus lors de cette campagne agricole. Alors, est-ce que les résultats obtenus au cours de cette phase pilote plaident aujourd'hui pour une vulgarisation à large échelle de l'assurance agricole au Mali? Mais la réponse pour moi, elle est oui. Puisque aujourd'hui, imaginez, il y a un acteur qui construit un écosystème, bien entendu basé sur les compagnies d'assurance locales, sur tous les acteurs qui sont impliqués dans les chaînes de valeur agricole, pour tester un produit. Et à la fin de la campagne agricole, le producteur qui a expérimenté des pertes, sans même qu'il n'ait eu à contribuer, se voit être attribué un chèque de 100 millions, qui est effectivement, au regard en tout cas des besoins importants des producteurs, n'est pas un montant très significatif, mais un montant hautement symbolique, qui montre que l'assurance fonctionne, qui montre que l'assurance est efficace. Ça veut dire que c'est un dispositif en lequel on peut réellement avoir confiance pour bâtir notre stratégie de développement agricole et notre stratégie de financement agricole. Mais M. Sagara, quels sont les obstacles actuels qui se posent au développement et à la vulgarisation, on va dire, de l'assurance agricole au Mali? Alors, disons que les obstacles ont toujours été la mobilisation des ressources. Comment amener effectivement les acteurs à payer les primes d'assurance en contrepartie d'une protection? Comme je vous ai dit, l'assurance est avant tout une promesse. Je vous promets que si tel ou tel événement arrive, je vais vous indemniser à hauteur de temps. Et donc, qui paye la prime? C'est une grosse question, n'est-ce pas? Nous, à Poula, lorsque l'assurance est 100% volontaire, ça veut dire qui veut adhère et paye sa prime, en général, ce n'est pas très efficace. Ça ne va pas loin. Et même quand il est certain pour les producteurs, et ils le vivent chaque année, que les risques climatiques sont présents, ils peuvent anéantir les exploitations,
la priorité du producteur, lorsque la campagne démarre, ce n'est pas d'aller prendre une assurance. L'assurance n'est pas tangible. Parce que alors que lorsque vous prenez une sémence, lorsque vous prenez de l'engrais, c'est tangible. Le paysan voit sa plante germer et grandir. Mais l'assurance agricole reste une promesse. Mais l'utilité de l'assurance se voit lorsque la campagne ne se déroule pas comme prévu. Et donc, l'obstacle premier, c'est comment mobiliser ces ressources. De manière volontaire, sans que cela ne soit adossé à rien du tout, ça ne fonctionne pas. Nous l'avions essayé dans beaucoup de pays et nous avons trouvé que le paysan a intérêt à prendre l'assurance agricole, mais quelque part, il n'est pas tout de suite motivé à le prendre. Puisque les petites ressources qu'il a, il fait son compte d'exploitation, il dit, ok, je dois acheter engrais, je dois acheter semences, je dois acheter ça et ça, charrue, bœuf pour labourer. L'assurance vient en dernière position de sa liste. Ce qui fait qu'il faut accompagner ces dispositifs-là. Et pour le faire, nous avons décidé de travailler dans les différents pays où nous avons eu beaucoup de succès avec les États, avec le gouvernement. Nous avons dit, le gouvernement investit chaque année beaucoup d'argent dans l'agriculture. Et donc, il faut protéger cet investissement. Mais au-delà de ça, le gouvernement a aussi un rôle régalien de souveraineté alimentaire, de faire en sorte que la nourriture soit pourvue dans la nation, n'est-ce pas? Alors, au regard de ces changements climatiques, toute cette sécurité alimentaire est menacée. Mais comment on fait? Il faut mettre en place des mécanismes de protection, des mécanismes d'assurance agricole qui donnent des réponses rapides. Dès lors que les dégâts sont constatés, après 4 semaines après la récolte, tout de suite, les résultats sont là et l'argent est mobilisé pour permettre soit à l'État d'assister rapidement les sinistrés, soit aux producteurs eux-mêmes de pouvoir s'organiser et réinventer leur activité. L'État est donc en premier lieu concerné par ce dispositif d'assurance agricole. Effectivement, globalement, l'assurance peut être distribuée via aussi le financement agricole. Je vais dans une banque, il faut d'abord l'institutionnaliser. Il faut que tout financement agricole soit assorti d'une assurance pour protéger les banques, les institutions de microfinance, mais aussi et surtout les producteurs eux-mêmes, mais aussi pour booster les financements agricoles. Puisque une institution financière, une banque qui est sollicitée par un producteur a une préoccupation. Comment j'ai fait pour gérer les risques climatiques? L'activité que l'emprunteur mène est une activité hautement risquée. Et donc, comment j'ai fait si, à cause des sécheresses, à cause des inondations, il n'arrive pas à rembourser mon crédit? Et donc, le fait qu'on institutionnalise et qu'on mette en place un système d'assurance agricole rassure les banques. Et donc, vous allez voir, il y a un investissement dans le secteur agricole qui va être boosté. Et le développement de la nation, je pense, va passer aussi par l'investissement massif et colossal dans la terre, c'est-à-dire dans l'agriculture. Votre vision, M. Sagara, de l'avenir de l'agriculture assurée au Mali, en quelques mots? Alors, j'ai envie de dire, effectivement, j'ai un rêve. Et le rêve que j'ai, c'est qu'aucun producteur, dans un avenir d'ailleurs proche, ne prenne sa daba, sa sémence, prépare son champ et ne s'engage dans l'activité agricole avec tous les risques que ça comporte sans aucune couverture d'assurance agricole. Je voudrais effectivement, avec l'accompagnement des plus hautes autorités de notre pays, qu'on érige un système d'assurance agricole au Mali efficace, innovant et qui porte ses fruits, qui permet aux producteurs d'aller dans son champ, faire l'activité agricole, investir ses propres ressources en toute sérénité, sans avoir peur de ce que le lendemain lui réserve, sans avoir peur de ce que l'avenir lui réserve. Avec quelle place pour l'agriculture contractuelle? C'est une très belle question. Vous savez, le développement agricole, le développement même de manière générale de nos producteurs, devrait passer nécessairement par l'agriculture contractuelle. Nous avons pendant longtemps été dans l'agriculture de subsistance. Vous savez, d'où je viens, dans mon village, les producteurs agricoles qui, depuis des dizaines d'années, sont dans cette activité, ne sont pas capables de générer suffisamment de production, de récolte pour arriver à la saison prochaine. Vous allez voir que dès le mois d'août, peut-être le stock, la provision, elle est déjà terminée. On est dans la subsistance. Alors que lorsqu'on met en place un écosystème où le producteur a un marché où il achemine son produit, mais avant ce marché, il a les moyens, les ressources et les outils pour faire sa production. Il a la mécanisation, il a les meilleures semences qui donnent de meilleurs rendements, il a accès aux meilleures pratiques agricoles, aux meilleurs conseils agricoles. Tout de suite, vous allez voir, les rendements vont être bien meilleurs et il accède à un marché qui lui propose des prix qui sont beaucoup plus intéressants. Et donc, c'est le producteur agricole lui-même qui tend vers la prospérité. C'est plus d'investissement pour le secteur agricole puisque le rendement est finalement intéressant. Et c'est l'économie tout entière qui va en bénéficier puisque notre économie
est dominé à 80% par le secteur agricole. Promouvoir l'agriculture, c'est promouvoir l'économie, c'est promouvoir la souveraineté de manière générale et surtout la souveraineté alimentaire de manière particulière. Alors, nous sommes au terme de notre entretien, M. Sagara. Le projet pilote est bouclé. Prochain défi? Prochain défi, c'est mobiliser effectivement l'État, les partenaires techniques et financiers pour la prochaine campagne agricole. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2024-2025. Il y a eu des inondations partout, même des inondations urbaines à Bamako ici. Et qu'est-ce que 2025 nous réserve? Nul ne le sait, personne ne le sait. Et c'est pour cela que dès maintenant, il faut se prémunir, il faut prévoir. Il faut mettre dès maintenant des mécanismes de protection et d'assurance agricole qui permettent aux agriculteurs de repartir dans leurs champs en toute confiance pour nourrir la nation et également aux investisseurs de pouvoir mobiliser les ressources qu'il faut pour financer l'agriculture. Alors, nous vous souhaitons bon vent. Merci. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.